La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, vous êtes bien sur Zone Bourse et nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Le point de marché du jour s'appelle le marché cracouille. Le coup de mou sur les actifs à risque est en train de se transformer en quelque chose d'un petit peu plus déplaisant en bourse. Le plongeon du Bitcoin et l'effondrement des crypto-monnaies plus fragiles montrent que l'appétit des investisseurs pour le risque est en cours de dissolution. Le contexte économico-monétaire aux États-Unis n'arrange d'ailleurs rien à l'affaire. Bref, ça craque un petit peu dans les coins. Hier, Wall Street a encore loupé un rebond. Je vous rappelle que jusqu'à une date récente, la bourse américaine trouvait toujours des ressources pour clôturer dans le vert, qu'elle ait démarré en baisse ou à l'équilibre. Eh bien, ça a l'air fini puisque hier, Wall Street a tenté deux petites incursions en territoire positif en début de séance avant de glisser inexorablement dans le rouge. C'est parce que l'appétit pour le risque est en train de s'évaporer et c'est particulièrement visible du côté du Bitcoin qui est allé faire une petite incursion sous les 90 000 $ dans la nuit. C'est une première depuis le mois d'avril dernier. La principale crypto a perdu 29% de sa valeur en un mois et demi. Alors cette perte de libido, elle est aussi visible dans les actions technologiques au sens large, celles qui montent le plus quand tout va bien et qui baissent le plus quand ça déraille un peu. Oracle a ainsi perdu 30% en un mois, Palantir c'est moins 15%, ce sont des titres qui sont montés très fort avec la hype de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, le flux de dépenses dans le secteur est indéniable, mais les investisseurs commencent à se pencher sur le financement de ces dépenses et ils doutent. J'en ai déjà parlé ici, notamment au niveau de la consanguinité entre les différents acteurs de l'écosystème, mais ça a l'air de commencer à poser un problème à tout le monde. L'excellent Robert Armstrong, qui anime les pages de la rubrique Unhedged du Financial Times, soulignait vendredi que le marché a commencé à faire une nouvelle distinction dans la jungle de la success story IA. Il a rangé d'un côté les sociétés qui se financent facilement pour payer leurs investissements colossaux, et de l'autre celles qui doivent faire des montages ou des emprunts un petit peu agressif ou astucieux à des taux souvent élevés. Cette distinction fondamentale, là je vous rappelle que les signaux d'alerte viennent d'ailleurs du marché obligataire une fois de plus, cette distinction fondamentale donc se reflète dans le palmarès. Si Oracle s'est effondré dernièrement, c'est parce que la société déjà endettée fait un pari massif sur l'IA et le cloud qui va bouleverser son modèle économique et pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans un premier temps. À l'inverse, si Alphabet tient la distance, c'est parce que son financement est extrêmement robuste, on l'a encore vu hier, même si hier Alphabet a aussi progressé parce que Berkshire Hathaway a fait état d'une prise de position dans le dossier. La défiance envers les parties les plus tendues du marché après leur rallye haussier, et là je vais faire une petite digression, je prends le temps de rappeler que le Nasdaq 100 a quand même gagné 58% entre le point bas du 7 avril 2025 et le point haut du 29 octobre dernier. Eh bien cette défiance a provoqué à ce stade une baisse de 5,3% du côté du Nasdaq 100, et alors là techniquement l'indice de la tech est déjà dans une zone de consolidation, c'est-à-dire une phase de baisse dans un marché haussier. Mais bon, les traders ont apparemment peur que ça se transforme en quelque chose de plus épicé, d'abord parce que les ingrédients fondamentaux de la purge des excès sont là, mais aussi parce qu'un signal baissier d'analyse technique s'est formé sur le S&P 500. Et comme je suis absolument nul en chartisme, je vais copier-coller ce qui se dit. Donc ouvrez les guillemets, le S&P 500 a clôturé en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois en 139 séances, rompant ainsi la deuxième plus longue période du siècle au-dessus de cette ligne de tendance. Waouh, du siècle quand même, ça rigole pas. Enfin, visiblement, de ce que je vois moi, ça ressemble à deux oreilles de chat, mais comme le chat a la tête un petit peu penchée sur la droite, la ligne de la moyenne mobile 50 jours lui transperce l'oreille au lieu de ressembler à une de ses moustaches. Si vous avez besoin d'une formation en chartisme zoologique, envoyez-moi un message privé. Blague à part, cette moyenne mobile, c'est un vrai indicateur important, elle peut déclencher un afflux vendeur. L'attention sur les actions technologiques et les actifs les plus risqués coïncide, et ce n'est pas un hasard aussi, avec une montée des doutes sur l'évolution des taux directeurs américains. On en a déjà parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines. On notera quand même que des taux qui ne baissent pas sont synonymes de coûts de financement toujours élevés aux États-Unis, et ça, bien sûr, ça ajoute de l'eau au moulin du scepticisme sur la façon dont les entreprises vont payer toutes ces puces et toutes ces infrastructures pour les faire tourner. Il n'y aura pas beaucoup de données macro à se mettre sous la dent aujourd'hui, et ce sont toujours les discours des banquiers centraux américains qui vont donner le là, avec une intervention de Michael Barr, membre du conseil des gouverneurs, autour de 16h30 aujourd'hui. Hier, son homologue Christopher Waller a estimé que la Banque centrale devrait encore abaisser ses taux d'1/4 de point le mois prochain pour prévenir un décrochage du marché du travail à la lumière des données d'emploi privé qui sont toujours faibles. Cette déclaration a fait légèrement remonter le curseur du marché en faveur d'une baisse de taux le 10 décembre, même si cette opinion est minoritaire depuis quelques jours. Je crois qu'on en est à une proba de 46%.
50% en faveur d'une baisse de taux contre 54% en faveur d'un statu quo ce matin. Côté Asie-Pacifique, c'est plutôt moche aujourd'hui. L'Inde limite la casse, moins 0,2%, mais ce marché est souvent à contre-courant des autres. Ailleurs, on baisse de 3,3% en Corée du Sud, de 3,2% au Japon, deux places très technophiles et donc captives du marché new-yorkais. L'Australie et Taïwan chutent aussi d'environ 2%. La Chine et Hong Kong résistent un petit peu mieux, mais lâchent quand même 1 à 1,5%. L'Europe est attendue dans le rouge vif ce matin et les indicateurs avancés US sont eux aussi très baissiers. Dans l'actu des sociétés du jour, en France d'abord, l'autorité de la concurrence a infligé une sanction de 187,5 millions d'euros à Total Energy, Ruby et EG Retail. Crédit Agricole a présenté son plan de moyen terme ainsi que sa filiale Amundi. Société Générale a nommé Jean-Yves Fillon, ex-BNP Paribas, au poste de directeur général Americas. Total Energy est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique. Airbus va fournir des hélicoptères H160 pour la flotte offshore africaine de Bristow. Air Liquide a lancé ses premiers camions à hydrogène pour ses activités logistiques aux Pays-Bas. Technip Energy a finalisé son programme de rachat d'actions. Et du côté d'Aéroports de Paris, le trafic passager a progressé de 5% en octobre sur un an. On a aussi des actus du côté des mid and small, notamment Osimmuno, Valbiotis, Vernier, Plastivaloir ou Nanobiotics. Ailleurs en Europe, AkzoNobel négocie une fusion avec son rival américain Axalta pour créer un leader de la peinture, selon les infos de Bloomberg. Rome veut conserver 4,9% de la Banca Monte dei Paschi et privilégie une fusion ultérieure avec Banco BPM, même si elle n'a pas les moyens directs d'empêcher Crédit Agricole de lancer une opération sur Banco BPM. ABB a relevé une partie de ses objectifs pour 2025. Novo Nordisk baisse le prix du Wegovy et de l'Ozempic pour les patients américains qui payent eux-mêmes leurs médicaments. Moody's a confirmé la note crédit long terme d'Ericsson à Ba1 et a revu la perspective de stable à positive. Quant à S&P, l'agence a abaissé la note d'Adecco de BBB+ à BBB, perspective stable. Nokia va supprimer 427 postes en France. UBS et Ant International concluent un partenariat dans le domaine des paiements via la blockchain. Barry Callebaut s'allie à Notco AI dans le chocolat et Novo Holdings va céder 7,8% du capital de Convatec. Sur l'agenda des publiés en Europe aujourd'hui, Imperial Brands, Diploma, RTL Group, Softcat ou encore AMS Osram. Côté Amérique du Nord, la vente du Lockheed Martin F-35 à l'Arabie Saoudite pourrait se concrétiser après le soutien apporté par Donald Trump. Chevron se lance dans la course pour explorer l'achat potentiel d'actifs de Lukoil selon Reuters. Amazon va lever 15 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire aux États-Unis depuis 2022. Global Foundries va racheter Advanced Micro Foundry, une entreprise de Singapour. La milliardaire australienne Gina Rinehart est devenue la principale actionnaire du producteur américain de terres rares MP Materials et Equifax annonce l'acquisition de Volt Verify. Sur l'agenda des publis aux États-Unis et en Amérique du Nord plus largement aujourd'hui, Home Depot, PDD Holdings, Medtronic, Beidou, Futu Holdings et Hammer Sports. Ailleurs dans le monde, Alibaba lance Qwen, la dernière version de son application IA tout en main gratuite. Honda prévoit de reprendre progressivement la production dans ses usines nord-américaines à partir du 24 novembre après une interruption qui est due à une pénurie de puces électroniques. Rio Tinto va réduire la production de sa raffinerie d'alumine de Yarwun et Pinkfong Company, la société créatrice de l'horripilant Baby Shark, s'envole de 62% le jour de son entrée en bourse en Corée du Sud. Du côté des publications dans la région, il y aura Xiaomi et James Hardy aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.